Bienvenue sur le podcast d'Ele, le point de rencontre où experts et passionnés se retrouvent pour explorer les territoires du software asset management, du cloud et des achats IT. Prêts à devenir des maîtres en la matière? Gardez l'oreille tendue et laissez-vous guider dans cet univers fascinant. Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler, une fois n'est pas coutume, de coûts des télécoms, des réseaux. Et donc, je reçois Jean-Pascal. Bonjour Jean-Pascal. Bonjour, merci pour l'invitation. Merci Jean-Pascal. Et effectivement, tu es spécialiste des coûts télécoms et réseaux. Et on va parler de ton environnement. Mais peut-être un préalable, c'est parler de quelques coûts IT. On sait que c'est en constante augmentation, que les entreprises ont un vrai défi pour la maîtrise de leur budget face à une dépendance croissante des technologies et de leurs coûts IT. Est-ce que tu peux nous donner quelques indicateurs sur des pourcentages d'augmentation ou de non-dépenses ou de gaspillage, enfin, quelques insights avant de te présenter chez Oncept? Oui, tout à fait. Donc, bizarrement, les télécoms, c'est pas un poste qui augmente nécessairement en coût unitaire. Depuis à peu près une quinzaine d'années, on voit les coûts unitaires de télécom baisser de manière plus ou moins régulière à peu près partout dans le monde. Bien entendu, la consommation augmente, ce qui fait que les budgets IT ne diminuent pas nécessairement, mais on voit au niveau coût unitaire des réductions qui vont de 5 à 10% par an, parfois beaucoup plus, selon les géographies et selon les technologies. Il y a des parties dans le monde, au Moyen-Orient, en certains pays d'Asie, où on peut voir des coûts de réduction d'une vingtaine de pourcents à l'année. Ce sont des marchés qui historiquement sont très très chers au niveau coût unitaire par mégabit. Donc, il y a de la marge, il y a de la place pour voir des coûts de réduction. Et c'est une opportunité, en fait, pour les entreprises de capitaliser, de ne pas attendre 3 ans ou 5 ans la fin des contrats pour essayer d'être à des prix un petit peu plus réguliers, un peu plus normaux au niveau des marchés. Donc, comment se positionne Oncept et aussi, qui es-tu ou enfin, qu'est-ce que tu fais chez Oncept? Voilà, donc bonne question. Donc Concept, on se spécialise dans le benchmark des coûts télécoms mondialement. L'idée, en fait, c'est que la plupart des sociétés globales et multinationales ont des coûts télécoms partout dans le monde. Chacun des marchés est différent. Chacun de ces marchés, en fait, a sa logique propre au niveau dynamique de coûts. Et donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on a une méthodologie qui nous permet de faire du benchmark en fonction de la durée des contrats, en fonction du type de contrat, en fonction de ce qu'on achète, le pouvoir d'achat, etc. Au niveau plus ou moins planétaire, on fait quasi 150 pays. Et on a commencé ça à peu près il y a une vingtaine d'années, quand on s'est rendu compte qu'en fait, les coûts des communications transocéaniques baissaient beaucoup plus vite qu'on pouvait le penser. Ça a commencé aux alentours des années 98, 99, 2000, et on s'est rendu compte que les sociétés multinationales ne connaissaient pas les prix et très souvent étaient à la merci de leurs fournisseurs de services ou ne savaient pas choisir le bon fournisseur de services pour leurs demandes et puis pour leurs besoins. En général, elles allaient voir le fournisseur de services local. On était allemand, on allait voir Deutsche Telekom, on était français, on allait voir Orange. Alors qu'il y avait des fournisseurs qui étaient beaucoup plus à même d'amener des solutions qui soient finalement plus adaptées. Donc ça, c'est notre but à Oncept, c'est de faire du benchmark, d'aider au procurement, au sourcing des produits télécoms, et puis d'aider les entreprises à négocier leurs contrats, et puis d'avoir un peu de transparence sur ce qu'ils payent et où ils payent. Ok, donc contrairement au marché du logiciel qui est en constante augmentation sur notamment les prix unitaires, toi, tu as un marché telco qui est en baisse, mais par où commencer? Parce que les contrats télécom, réseau peuvent être aussi extrêmement complexes. Comment on fait? Quelques idées pour justement se projeter
sur la baisse des dépenses globales d'une entreprise. Oui, donc il y a un côté un peu détective dans ce métier. C'est en fonction des besoins des entreprises, en fonction de leur région, en fonction de la demande, on a en général des petites idées où commencer à chercher. Très souvent, les bureaux et puis les points de fabrication au Moyen-Orient, en Asie du Sud-Est, en Europe de l'Est, c'est là qu'on commence à chercher. Mais au départ, il y a un effort de détective qui est en fait de créer la fameuse liste. On s'aperçoit que beaucoup de sociétés multinationales n'ont pas vraiment un inventaire très précis. C'est quelque chose qui parfois se trouve sur une feuille Excel quelconque. La personne qui était en charge de la feuille Excel a pris sa retraite l'année dernière, personne n'a vraiment pris la retraite, la relève. Et puis on se trouve dans un environnement où il faut vraiment apprendre à savoir ce qu'on a avant de vraiment pouvoir négocier. Donc il y a vraiment un effort au début de recherche et on cible la recherche en fonction des zones et en fonction du besoin du client. Donc société multinationale européenne qui a des bureaux aux États-Unis, un centre de recherche aux États-Unis, peut-être de l'outsourcing en Inde, et puis des bureaux de vente un peu partout. On commencera vraisemblablement par l'Inde ou la Chine, et puis on les aidera vraiment à savoir ce qu'ils ont, et puis aussi à leur dire où se trouvent finalement les possibilités de coûts de réduction. Qu'est-ce qui surprend le plus tes clients? L'amplitude, le gap, comme on dit en anglais, entre ce qu'ils payent et ce qu'il faudrait payer. C'est un Donc peu ils sont tous difficile. convaincus d'avoir toujours les bons prix. Oui, tout le monde est tout le temps convaincu d'avoir un inventaire très bien fait, Okay. d'avoir les bons prix, d'avoir des relations exceptionnelles avec leurs fournisseurs de services. Et on s'aperçoit que c'est vraiment de la faute à personne, ce sont des marchés qui baissent. Et comme on ne peut pas se permettre de faire des contrats à 6 mois et puis tous les 6 mois de renouveler, on s'aperçoit que les gens qui ont négocié leur contrat il y a 2 ans, il y a 3 ans, se trouvent en décalage avec le marché. C'est de la faute à personne, vraiment. C'est de la faute, en fait, à ne pas regarder le marché et à ne pas se remettre en question tous les ans et d'aller revoir son fournisseur et dire, bon, ben, l'année dernière à Dubaï, c'était 10 000 € pour ma connexion, maintenant ça vaut peut-être 6 ou 7, qu'est-ce qu'on peut faire? L'amplitude des possibilités en général, c'est un peu la première surprise. La deuxième surprise qu'on a en général, c'est la vitesse à laquelle on peut réaliser en fait ces économies. Souvent, c'est juste contractuel, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de ramener des nouvelles lignes, il n'y a pas besoin d'aller faire une offre ou un tender international. On peut très bien aller voir son fournisseur de service en disant bon, les prix ont bougé, qu'est-ce qu'on peut faire? Et pourquoi est-ce qu'on n'échangerait pas une réduction de coût pour de la durée? On vous donne un peu plus de durée, mais vous nous rendez un petit peu d'économie aujourd'hui. Et donc ça, quand tu dis ça peut être très rapide, c'est quoi? C'est de l'ordre du mois, du trimestre, de la semaine? Oui, c'est du trimestre. C'est du trimestre en général. Il y a bien entendu des exemples extrêmes. On a eu un exemple il n'y a pas longtemps où en 20 jours, on a réussi à récupérer quelques centaines, enfin quasi 600 000 € pour un client, mais c'est rare. En général, l'effort détective, l'effort de savoir ce qu'on a, de vraiment comprendre, de faire le benchmark, c'est du niveau trimestre. C'est plutôt raisonnable. Et tu vois, dans la négociation globale, dans les sujets achats, il y a souvent moi, j'ai une croyance forte, c'est je sais que je peux avoir un prix, mais c'est pas pour autant que le fournisseur en face va me le donner. J'ai le sentiment que dans les telcos, dans le réseau, c'est un peu différent. Oui, il y a un côté de crédibilité qui rentre en compte. Nous, on voit, enfin, on travaille parfois avec des partenaires qui achètent juste du benchmark et qui essayent de négocier eux-mêmes. Et c'est vrai que quand on se retourne vers notre fournisseur de services et puis qu'on dit j'ai un beau rapport qui dit que mes télécoms ça vaut 10 € la pièce, la crédibilité n'est pas nécessairement là. Ceci dit, une fois qu'on a
amorcer la pompe un peu et qu'on travaille avec les fournisseurs qui savent que chaque année, les prix sont exactement là où ils doivent être, qu'il y a assez de marge pour eux, que c'est pas de l'extorsion, il y a une tendance un petit peu à aller avec le flow, en fait, et puis de dire, bon, bah oui, effectivement, c'est là qu'il est le marché, pourquoi est-ce qu'on ne s'arrange pas? Le problème, c'est l'information plus que la négociation. La première négociation est difficile, hein, parce qu'il faut que tout le monde se rende compte que tout le monde connaît les prix du marché. Mais une fois que ça s'est fait, c'est un peu plus facile que dans le software. Et, et comment ça se passe avec vos clients? Est-ce que donc vous faites l'inventaire, vous faites le positionnement, le benchmark, vous allez aussi négocier, mais c'est où les limites de responsabilité ou plutôt de charge avec vos clients? Donc les limites, elles se définissent en cours de contrat, mais pratiquement, euh, le boulot détective, C'est en vous? général, c'est nous et eux, parce qu'il faut, Mhm. qu'on ait accès à leurs données. Le benchmark, c'est 100% nous. Au niveau Mhm. négociation, on peut faire trois modèles, en fait. On a le modèle où euh, on est un peu en arrière-plan et puis on souffle un petit peu les réponses pour que Mhm. l'équipe naturelle puisse aller négocier. Puis Il y monter a en compétences, ça oui, embarque tout le voilà. monde. Voilà, il y a le modèle où on est vraiment assis à la même table. On est à la table de négociation et puis on se partage un petit peu les responsabilités. Et puis il y a le modèle complètement outsourcé. On a des clients maintenant depuis une vingtaine d'années, des grosses sociétés technologiques qui maintenant nous font confiance et qui nous disent bon bah allez-y, vous le faites. Ah oui, Euh, donc ils ont complètement externalisé cette Complètement. partie achat réseau telco. Oui. Et on a ça pour parfois des sociétés difficile de supposer sans le Ouais, savoir. c'est pas la PME du coin, c'est des C'est pas la très PME du grosses coin, entreprises. c'est le CAC 40, c'est la Fortune, Fortune 100, qui, en fin de compte, nous disent, bon, bah oui, maintenant, ça fait 20 ans qu'on fait ça avec vous, pourquoi vous ne le faites pas? Et les fournisseurs de services nous connaissent et ils savent très bien qu'on représente telle ou telle société et c'est complètement outsourcé à ce moment-là, oui. Et donc, quelle est la promesse en termes de résultats, si tu peux te donner de quelques sortes de grandeur un peu plus précis? Donc, la promesse, enfin, ça dépend vraiment du footprint, ça dépend vraiment là où Mm. sont les gens. Et on a une petite calculatrice qu'on utilise en arrière-plan pour avoir une petite idée. Mm. Mais typiquement, si on ne sait rien, si on ne sait rien du tout sur le profil du client, là où les besoins, l'ancienneté des contrats, on dit tout le temps, en moyenne, 10% par an, c'est à peu près ce qu'on retrouve. Si on est à Dubaï, c'est 30. Si on est aux États-Unis l'année dernière, c'est plutôt 5. Si on a été en Irlande, c'est plutôt 15. Mais on a un petit peu cette espèce de machine ou cette petite calculatrice qu'on utilise. Donc on peut faire, on peut annoncer des résultats aux clients un petit peu à l'avance en disant bon, moi, d'après ce qu'on a compris, ça sera dans cette fourchette de ce qu'on espère trouver. Mais on a des clients aussi qui veulent vraiment nous mettre dans le même bateau qu'eux, en fait, et qui nous disent bah, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas du gain share, pourquoi est-ce qu'on ne partage pas les coûts, les réductions. Donc c'est un autre modèle. Mais si on ne sait rien, en moyenne, 10% l'année au niveau mondial, c'est pas un mauvais nombre. Ouais, c'est déjà très bien au regard de la dépense globale sur les telcos et même l'IT, hein, c'est toujours ça de prix, au regard des contraintes budgétaires. On a tendance à dire aussi chez Elé que le gain share, le success fees, on l'appelle comme on veut, c'est le partage des gains, c'est un Mhm. défi aux relations humaines. Oui. Euh, Comment tu arrives à fidéliser les clients? Parce que tu as dit que ça fait 20 ans que tu fais ça. Oui. Comment on arrive justement à asseoir cette position et peut-être transformer en service manager, puisque tu externalises une partie. Comment vous arrivez à gérer cette partie-là qui est extrêmement complexe? En fait, la manière de la gérer, c'est de pas la gérer. C'est-à-dire que ce qu'on voit, c'est que très souvent, la première année, le client n'a pas nécessairement un budget, donc le gain share, c'est la seule méthode pour commencer, mais très très vite, nous, on essaie de passer au forfait.
Parce que, ça nous permet de rester un petit peu plus détaché. Deux, ça permet d'éviter les surprises, hein, parce que peu importe le pourcentage du gain share, si il y a une réduction de coût de plusieurs millions d'euros, il y a tout le temps quelqu'un qui va regarder en disant mais attendez, vous prenez tant de pourcents de tant de millions, vous avez passé 50 heures, ça vaut pas. Donc à ce moment-là, en général, aux années 2, 3, 4, 5, on passe au forfait. On a bien compris à ce moment-là la taille de l'entreprise, on sait très bien comment il fonctionne. Et puis il y a des années, ben oui, on sera un petit peu sous l'eau, et puis il y a des années, on sera moins sous l'eau, et puis l'un dans l'autre, ça marche. Ok. Mais je suis complètement d'accord que le gain share, c'est un petit peu un piège, surtout dans des marchés qui baissent à telle vitesse. Parce que notre effort, qu'on le veuille ou non, c'est quand même du temps. Et bien qu'on rende de la valeur et qu'il y a tout le temps quelqu'un derrière qui va se dire mais ça fait combien à l'heure? Et je crois que c'est à ce moment-là qu'il faut un peu avoir en tête l'objectif du client. Et l'objectif du client, c'est nous compenser de manière normale et pas excessive. Et puis nous, notre objectif, c'est d'être là pour 20 ans. Avoir un gros gain share en année 1, 2, 3 et puis ne plus être là après, c'est pas vraiment notre intérêt. Ok. Avant de conclure, est-ce qu'il y a d'autres services, de la formation, des choses comme ça, du coaching? Est-ce que vous proposez ce genre de choses aussi ou vous êtes vraiment sur de l'expertise pure et la formation des équipes internes se fait à votre contact? Non, donc on fait de l'assistance à négociation, on peut faire de la formation. On a certaines multinationales où on fait ça, donc qui ont des équipes d'achat télécom de 40 ou de 50 personnes, qui en général tournent très vite, pas nécessairement parce que c'est de l'outsourcing en Inde ou autre, mais c'est des métiers où les gens bougent plus qu'ailleurs. Donc, où on fait de la formation, où on donne des cours, aide à la négociation. Donc, ça, c'est à peu près normal. Et puis, il y a une partie, en fait, qui découle naturellement de ces premiers engagements, où on fait vraiment de l'expense management, pour utiliser le franglais, où on prend en charge toute la liste des services, on négocie les contrats quand il faut les négocier, on donne de la visibilité, on peut aider aussi à gérer les factures et faire les renouvellements de contrats et puis faire finalement tout ce qui est l'interface avec les fournisseurs de services. Ça arrive en général en deuxième phase, c'est rarement le premier contrat, mais il arrive un moment où on est tellement impliqué avec la société que on prend en charge finalement tout ce qu'il faisait avant, l'ensemble, et puis ça devient un petit peu de l'outsourcing de procurement, pour utiliser un autre mot, un autre franglais. Ok, JP, je te remercie. Est-ce que tu veux ajouter un mot avant de conclure cet échange? Oui, d'abord merci pour l'invitation, mais je pense qu'il y a quelque chose aussi de relativement intéressant dans nos deux métiers. C'est-à-dire que ce qu'on voit très souvent, c'est des partenaires ou des clients qui viennent nous voir en disant est-ce que vous pouvez nous trouver des économies de coûts en télécom parce que j'ai mes coûts software qui montent, parce que mes besoins augmentent, parce que mes coûts augmentent, etc. Et donc, on voit très souvent un peu cette synergie qui arrive, où on commence par de la réduction de dépenses télécom pour libérer du budget pour faire autre chose. Et ça, maintenant, c'est un modèle que nous, on voit de plus en plus souvent. On voit ça chez les grands fournisseurs de services aussi, qui disent, on a trouvé un moyen, en fait, de libérer un petit peu de budget pour nos DSI et puis faire en sorte qu'ils puissent investir dans d'autres choses. Donc, je crois que c'est un peu là que ça va et c'est un peu ça la valeur indirecte de ce qu'on fait tous les deux, c'est qu'il y a une synergie en fait qui est très très bénéficiaire pour nos clients communs en fait. Ouais, tu as raison, puisque pour les personnes qui vont écouter ce podcast, on lance une offre. En fait, chez Elé, au départ, on fait que du software, on fait du software asset management, et puis depuis 2018,
on fait des achats logiciels et cloud. On est souvent sollicité sur aidez-nous sur toute la partie IT. Et en fait, on a vraiment accroché avec toi et tes équipes, JP, parce que tu es un et les like, pour reprendre un franglais. Vous êtes indépendant. L'indépendance a c'est une énorme valeur chez Elé. Et en réalité, on vient compléter avec notre programme Software Cost Optimization, eh bien, vous, Telecom Cost Optimization. Et puis, on va aller un peu plus loin aussi sur de la partie hardware, de la partie Presta. Et on commence vraiment sur la réduction des coûts IT au global. Et donc, on va pouvoir proposer un peu plus à nos clients qui nous demandent souvent plus. Et donc, on sera ravis de générer des économies à la fois sur les telcos et puis peut-être sur du software. Oui, tout à fait. Et complètement d'accord sur l'indépendance. Je crois qu'il y a une valeur énorme à cette indépendance qui fait qu'il n'y a pas de commission, il n'y a pas de, Non. il y a pas de parti pris. C'est le marché, c'est le marché. Nos clients nous payent pour les aider et on peut avoir cette vision complètement indépendante qui aide tout le monde en fait dans notre cas et c'est pour ça que je pense que nos équipes marchent bien ensemble parce qu'on pense de la même manière. Merci JP pour ton temps et à bientôt. Merci pour l'invitation.